Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre des échanges autour du thème « Investir pour électrifier l'Afrique. Quel financement pour le développement énergétique ?» Ce panel de haut vol sera modéré par Madame Olola Vieira, Country Managing Director de Mionwa Joint Venture. Madame Olola Vieira, qui me rejoint sous vos ovations, mesdames et messieurs. Joint Venture, Mionwa Joint Venture, qui est une structure engagée dans un but très noble et qui est d'électrifier 80 000 ménages à travers 100 villages au Bénin. Madame Olola, vous êtes bien installée, j'espère. Alors, je vous laisse la parole pour votre panel. Merci beaucoup pour l'introduction. Merci beaucoup au Benin Investment Forum. Le panel qui nous réunit aujourd'hui sur l'énergie et la finance est un panel indiqué effectivement comme assez prépondérant. Depuis le début de cette 4e édition du Benin Investment Forum, nous n'avons cessé de répéter que l'énergie est au service de tout et au cœur de tout en termes de développement, en termes d'industrialisation d'un pays et également pour le bien-être de sa population. De manière globale et à travers le monde, selon les statistiques que nous avons, 90% de la population a déjà accès à l'électricité. Cependant, en Afrique subsaharienne, c'est encore moins de 50% de la population qui est connectée et 600 millions qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Pourquoi? L'écart est encore plus important entre les zones urbaines et les zones rurales, où on sait que moins d'un tiers de la population a accès à l'électricité. Le défi qui donc entoure l'accès à l'énergie reste prépondérant malgré les grandes réalisations qui ont déjà été menées par les pouvoirs publics. Par ailleurs, au niveau mondial, la transition énergétique est déjà amorcée par les grandes firmes du secteur qui diversifient de plus en plus leur portefeuille d'investissement entre pétrole, gaz et énergie renouvelable avec des technologies de plus en plus innovantes. De plus, on sait que selon l'Agence internationale de l'énergie et l'Agence internationale pour l'énergie renouvelable, depuis l'accord de Paris, les investissements dans ce secteur ne sont pas nécessairement au rendez-vous, ni en ligne avec les engagements des pays signataires dans le cadre des engagements climatiques, et qu'il faut accélérer et intensifier pour rassurer et accélérer donc un avenir durable et faible en intensité carbone. Finalement, nous le savons également, la crise sanitaire due à la Covid-19 a paralysé un certain nombre de secteurs, dont l'énergie. Alors que la pandémie continue d'avoir un impact sur le secteur de l'énergie, les projections montrent qu'au fur et à mesure que les restrictions sanitaires s'assouplissent et que les déploiements de vaccination gagnent du terrain, la demande d'énergie grandit de manière encore plus exponentielle qu'avant la crise. Donc, dans ce contexte, et de manière globale et en Afrique, et selon ce qui est au Bénin également nous réunit, comment arriver à stimuler encore plus l'accès à ces financements, l'investissement, pour favoriser la réduction du gap qui est constaté pour les populations bénéficiaires. Pour nous aider à mieux apprécier cette question et les différentes solutions qui existent, j'aimerais inviter à me rejoindre sur ce panel M. Jacques Paradis, directeur général de la Société béninoise électricité depuis 2 ans, expert international et cadre éminent de la compagnie Manitoba Hydro International. Il a un parcours très riche et diversifié qu'on ne saurait présenter depuis plus de 30 ans dans le secteur de l'énergie à travers des expériences et postes à responsabilité au Canada, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Mali, Madagascar et également d'autres pays. Merci et bienvenue. Il sera rejoint par M. Jean-Francis Tchekpo, directeur général de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise de l'énergie, qui est ingénieur électrique et spécialiste de la distribution et de la production. Il a pour mission actuellement d'électrifier toutes les localités rurales du Bénin d'ici 2035.
en mettant donc en synergie les partenaires techniques et financiers et les développeurs de projets. Monsieur Tchekpo, bienvenue. Merci. Ensuite, j'aimerais s'il vous plaît inviter à nous rejoindre sur ce panel Monsieur Philippe Robert, directeur général de Engie Energy Access du groupe Engie, un des leaders mondiaux de l'accès à l'énergie et l'énergie renouvelable. Monsieur Philippe Robert cumule plus d'une trentaine d'années au service de la commercialisation des produits décentralisés, surtout en zone rurale, des systèmes solaires et des services financiers d'acquisition. Monsieur Robert, bienvenue. Merci. Finalement, sur ce panel, qui ne serait complet sans une perspective, je dirais, d'une facilité ou d'un bailleur, j'aimerais appeler à nous rejoindre Monsieur Marc Nounagnon, qui est coordonnateur du projet de la facilité énergie propre hors réseau et qui est un outil de mise en œuvre du projet Accès à l'électricité hors réseau financé par le MCC et mise en œuvre par le MCA Bénin. Cette facilité, aujourd'hui, est un montant d'à peu près 31 millions de dollars. Monsieur Nounagnon est expert spécialiste de la gestion de fonds et de la finance, de la microfinance décentralisée. Monsieur Nounagnon, bienvenue. Alors, merci pour, à ces messieurs de bien vouloir nous rejoindre aujourd'hui. Sans plus tarder, je pense que nous rentrons directement dans le vif du sujet parce que c'est une question qui a été au cœur de plusieurs sujets depuis le début de ce forum, car indiqué par les différents intervenants et les différentes autorités du pays, l'énergie est au cœur de l'industrialisation et au cœur du bien-être de différents ménages. La première question que j'aimerais poser pour nous aider à éclairer un peu les différents mécanismes existants, c'est quelle approche, de manière globale, peut-être pour avoir un aperçu, quelle approche nos différents intervenants ont privilégié pour justement favoriser le montage de différents projets et l'accès au financement. Pour commencer, j'aimerais inviter M. Paradis, si vous pouvez nous donner un aperçu peut-être sur le volet urbain plutôt, à travers peut-être le financement de la production ou le financement par la suite d'une extension de réseau. Merci beaucoup, Madame Olola. Bon, écoutez, de façon assez globale par rapport au financement qu'a pu obtenir le Bénin depuis quelques années, ça s'est bâti bien sûr sur d'abord un plan qui démontrait le bien fondé des investissements. Je pense que vous avez entendu, je pense hier, des gens qui ont dit si vous voulez avoir du financement, il faut démontrer le bien fondé du financement. Donc, à partir d'un plan, donc, il y a eu des démarches qui ont été effectuées auprès des bailleurs traditionnels. Il y a eu des démarches qui ont été aussi faites auprès de certaines sociétés qui pouvaient proposer des solutions. Et ça s'est ensuite vraiment enclenché. Donc, de nombreux partenaires, la Banque mondiale, MCC par le biais d'MCA Bénin 2, qui ont même été très, très favorables au plan et qui ont favorisé la mise en place de nombreux dons. Il y a eu aussi la AFD, en fait, un full de bailleurs traditionnels au niveau des prêts concessionnels, c'est-à-dire des prêts qui habituellement permettent de réaliser des projets assez importants et qui permettent ensuite des remboursements qui, de règle générale, permettent à la société qui l'a emprunté de pouvoir faire ses frais, de pouvoir en fait avoir un retour sur l'investissement. Donc, globalement, à l'heure actuelle, je l'ai montré hier un peu sur le tableau, de façon globale, actuellement, on a au moins de prêts qui sont engagés avec nous, que ce soit du côté production, transport ou distribution. On a environ 900 milliards de francs CFA de choses qui sont déjà engagées et on a actuellement un autre 400 milliards de francs CFA qui actuellement sont en négociation. Donc vous voyez,
ce sont toujours des prêts concessionnels. Donc, si la confiance est établie, si le plan qui a été mis en place démontre le bien fondé de l'investissement, ça se met rapidement en place. Rapidement, quand je dis rapidement, ça prend quand même quelques mois et des années, mais il reste que il faut que les investisseurs aient confiance au pays, aient confiance aux sociétés qui vont engager un peu ces prêts. Excellent. Merci beaucoup pour cette brève introduction en la matière. Effectivement, on comprend que les prêts concessionnels et surtout la planification initiale sont très importantes. Relativement peut-être au volet rural, si on peut distinguer un peu ces deux sous-secteurs de l'accès à l'électrification, j'aimerais inviter M. Tchekpo à réagir sur ce sujet et nous donner un aperçu des différents mécanismes qui ont été privilégiés. Merci. Je voudrais remercier les panélistes et puis les participants. Remercier également Benin Investment Forum pour me donner cette occasion de partager avec tout le monde les expériences que nous avons avec quelques années dans le secteur de l'électrification rurale. Il faut déjà remarquer que depuis le lendemain des indépendances, que les États se sont engagés dans l'électrification des localités à travers la création des sociétés nationales d'électricité, qui sont des sociétés en fait commerciales. La particularité du monde rural est que c'est un monde où nous avons très peu de population, donc ce qui traduit la non-rentabilité des opérations financières à travers les projets d'électrification. Et donc, le grand écart s'est tout de suite créé parce que ces sociétés se sont focalisées beaucoup plus vers les milieux urbains que les milieux ruraux. Alors, conscient de cette situation, les États, vers la fin des années 2000, la plupart se sont engagés vers la création des agences d'électrification et après la création de ces agences, il y a eu donc l'initiation et la mise en œuvre de programmes d'électrification. Donc ces programmes, pour le cas du Bénin, nous avons connu le programme d'action pour l'électrification des localités rurales et qui a démarré effectivement à partir des années 2008 et après la mise en place de mécanismes de financement. Alors, conscient de la non-rentabilité donc de ces investissements, il est question de s'orienter d'abord vers les financements concessionnels à long terme et à coût très bas pour permettre à ce que donc, ces projets puissent être mis en œuvre de façon très efficace. Nous avons connu donc le projet avec la BIDC, le programme d'électrification, programme d'action pour l'électrification des localités rurales avec la BIDC aujourd'hui qui est en est à sa troisième phase. Donc la première phase, c'était partie des années 2008 et nous avons conduit cette phase jusqu'en 2014 pour finir et la deuxième a commencé de 2011 et nous en avons fini en courant 2017. Nous avons démarré depuis 2018 la deuxième phase et nous en sommes encore en cours, on n'est pas encore achevé. Ce qui traduit en tout cas l'expérience qu'on peut tirer de cela, c'est que le financement et l'électrification en milieu rural a besoin de financement concessionnel à coût très bas, mais on a noté aussi en fait les limites du financement public à cause de la lenteur que ça met dans la concrétisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut changer de paradigme parce que non seulement nous avons senti que nous avons augmenté le taux d'accès, donc le taux de couverture dans les milieux ruraux, mais le taux d'accès n'a pas accompagné ce taux de couverture, ce qui veut dire qu'il faut forcément réfléchir aujourd'hui pour voir si, avec ce mécanisme, nous pouvons toujours atteindre les objectifs fixés tels que vous l'avez dit, Madame Lola. Je m'arrête maintenant. Merci. Merci beaucoup, DG. Je pense qu'effectivement, le sujet est un peu plus vaste, également au niveau du milieu rural. Votre exposé a été assez large. Nous reviendrons justement sur les quelques éléments d'introduction que vous avez indiqués, mais j'aimerais, pour continuer cette introduction, avoir la perspective justement sur le sujet d'une entreprise du secteur privé comme Engie. Qu'en est-il pour vous? Quels sont peut-être, surtout dans ce cadre-là, les éléments privilégiés pour la concrétisation de l'investissement, d'un choix du secteur privé
pour ce secteur. Merci pour la question. Bonjour à tous. Alors moi en fait je dirais qu'un investisseur privé comme Engie a bénéficié au Bénin de la construction depuis déjà plusieurs années d'un cadre réglementaire cohérent qui a permis de faciliter l'effort de l'investissement privé. Et la BERM ici présent sait de quoi je parle. C'est ce cadre réglementaire qui a permis le développement de modèles de technologies parallèles au réseau électrique conventionnel qui est aujourd'hui urbain et périurbain en majorité. Et pour permettre l'électrification des zones rurales, et Engie Energy Access Bénin, ce sont, à vrai dire, les zones rurales, ce sont les zones qui ont notre faveur. Il a fallu ce cadre réglementaire qui permette le développement de technologies alternatives au réseau électrique conventionnel. Alors quelles sont ces technologies? Il y a deux grandes technologies. Il y a la technologie du mini-réseau qui permet dans certaines zones, dans certaines localités dont la population est suffisamment dense, qui permet donc d'accueillir un mini-réseau complémentaire du réseau électrique conventionnel. Et puis il y a la technologie du solar home system, du système solaire domestique, où là on les installe plutôt dans des localités où la densité de population est beaucoup plus faible et où l'habitat est plus clairsemé. Mais sans un cadre réglementaire structuré, clair, il est clair que nous n'aurions pas pu investir autant que nous l'avons fait ici au Bénin. Et donc je veux saluer vraiment les autorités béninoises d'avoir favorisé l'émergence de ce cadre réglementaire depuis quelques années, parce que c'est extrêmement rassurant pour un investisseur privé comme nous. Voilà. Merci également pour cette entrée en matière, Monsieur Robert. Pour finir, peut-être la perspective de Monsieur Nounagnon sur le choix d'une facilité, parce que bon, on va dire que c'est effectivement directement un choix qui a été mis en avant. Pourquoi et qu'est-ce qui permet en fait de mettre en avant ce mécanisme-là comme solution? Ok, merci beaucoup. Je crois que pour la question, je démarrais avec une introduction qui m'a été faite gracieusement par Andy, parce qu'il a mis en place le contexte qui justifie que nous intervenions, parce que c'était un préalable. Et je me rends compte à travers ce qu'il dit que c'était une bonne réponse et il justifie clairement pourquoi nous sommes venus. Alors sans ce cadre-là, les promoteurs privés n'allait pas venir et le Bénin aspirait à l'universalité de l'énergie pour les populations. Nous avons premièrement le réseau, mais le réseau s'arrête, tout le monde sait, le réseau s'arrête, alors les mini-réseaux prennent le relais. Alors les mini-réseaux aussi s'arrêtent et les SHS prennent le relais et ça donne l'idée de on peut couvrir l'entièreté de la population, assurer cela. Mais le problème qui se pose, il faut que le secteur privé, le secteur public seul ne pouvait pas le faire. Donc, le secteur privé, il faut introduire le secteur privé. Mais le secteur privé, il faut lui donner des garanties, des assurances. D'où l'importance de mettre en place un cadre réglementaire. Et vous venez d'avoir la démonstration magistrale que c'était indispensable et que le Bénin a bien vu et l'a fait. Ensuite, c'est un secteur qui est capitalistique et qui comporte beaucoup de risques. Et donc, pour la mobilisation du financement au niveau du secteur privé, ce n'est pas aussi simple. Il faut ensuite l'aider à faire face aux risques de financement. D'où les mécanismes innovants d'attraction. Et dans le cadre de l'OCEF, qui est en fait le pilote de ce cadre réglementaire, nous avons mis en place un financement de l'ordre de 32 millions de dollars, sur lequel nous avons consommé aujourd'hui 31,5 millions. Et ces 31,5 millions représentent finalement 40% de l'investissement que l'ensemble des entreprises du secteur privé ont décidé de faire. Donc à travers ce mécanisme de financement, nous avons pu attirer le secteur privé pour investir dans le secteur du hors-réseau. Et donc, le hors-réseau, ça couvre les mini-réseaux, les SHS, comme l'a dit le directeur général de Engie. Et donc, ça nous a permis d'avoir cette réponse. Et pourquoi il fallait ça?
la question fondamentale, c'est quand on regarde la structure du financement, les gens viennent avec le fonds propre et ils doivent aller chercher du financement sur le marché. Mais quand le marché regarde le secteur, il est un peu risqué pour lui et donc ils sont un peu réticents à aller jusqu'à cette hauteur. Donc un mécanisme de subvention vient pour soulager quelque peu les entreprises pour y arriver. Et donc voilà un peu ce que nous avons pu faire et dans ce cadre-là, nous avons pu attirer 8 entreprises qui ont investi dans le secteur. Et ces entreprises vont déployer 119 mini-réseaux, si on y arrive complètement, pour couvrir 127 localités. Et ils vont installer globalement 12 MW de puissance. Donc voilà ce que nous avons pu faire et en termes de facteurs qui ont permis d'avoir ce succès au-delà du cadre, nous avons également, au regard de ce que les entreprises nous ont dit, la transparence qu'il y a eu dans le processus et également la communication qui était assez fluide entre les promoteurs et nous, structures qui étions en charge d'animation de ce système. Il faut dire que le fonds, ça n'a pas été juste une subvention parce qu'il y a l'idée de la durabilité de l'intervention qui est derrière. Donc ça a été un mécanisme de fonds à frais partagés. C'est-à-dire que les entreprises qui viennent, ils viennent en compétition, mais présentant des projets, et nous avons sélectionné les projets les meilleurs, et nous avons partagé avec eux le risque. Donc, ils apportent une part du financement, et nous avons apporté une partie du financement. Donc, au finish, nous avons pu avoir une proportion de 40-60, et je crois que c'est tout à la satisfaction de l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup. Merci également, M. Nounagnon, pour cette introduction. Je pense qu'effectivement, nous avons balayé un peu l'ensemble des sujets de manière synthétique, mais je pense que ce ne serait pas si simple. J'aimerais revenir sur certains sujets qui ont été évoqués, parce que nous avons également plusieurs éléments techniques qui ont été évoqués. Nous avons là tout le spectre, en fait, du secteur de l'électricité, de tout ce qui est production centrale thermique, à la chaîne rurale, en utilisant finalement des solutions intermédiaires et même les mini-réseaux, et ainsi les solutions décentralisées comme ce qu'on appelle communément les SHS, Solar Home System, ainsi que d'autres services marchands. Donc dans tout ce panel-là, effectivement, au niveau d'un pays, le choix doit être fait de bien mesurer de quelle manière on peut avoir la balance entre les différentes technologies et comment ces différents investissements peuvent aider justement à mettre en place et à stimuler l'industrie. J'aimerais donc revenir, s'il vous plaît, sur ce qu'on a aussi entendu en termes de mécanismes financiers qu'on retient, prêts concessionnels, subventions, programmes et également attrait en termes de capital pour le secteur privé, également mécanisme qui peut nous aider avec un certain nombre surtout un cadre réglementaire attrayant pour les investisseurs. Est-ce que l'on peut peut-être approfondir ce qu'on appelle, pour un certain nombre de néophytes, je dirais que nous sommes quand même dans le cadre d'un forum sur l'investissement, mais la mise en place d'un prêt concessionnel qui peut être quand même de manière assez tumultueuse et donner une idée aussi à nos participants sur la durée et les éléments d'attrait qu'on doit mettre en avant pour que ce soit finalement assez intéressant pour, je dirais, la relation tripartite qu'on a entre le gouvernement, le porteur de projet et également l'investisseur ou le prêteur. Donc peut-être approfondir un peu, si on peut revenir sur le volet urbain, approfondir sur ce qu'on a comme solution qui peut aussi peut-être inclure un certain nombre de mécanismes de soulagement ou de garantie. Si vous voulez bien nous aider, Monsieur Paradis. Donc, je disais merci, Madame Lola, mais je vais tenter de vous aider. Donc, en fait, le domaine de l'électricité se divise en 3 volets très, très distincts. Donc, vous avez l'élément de production, l'élément ensuite de transport et l'élément de distribution. Ces 3 volets-là doivent être étudiés, bien sûr, simultanément. Par contre, au niveau de ce que j'appellerais les études doivent être faites globalement, donc tout doit être coordonné.
Oui, on les étudie séparément. On étudie séparément parfois différents projets de production, mais il faut absolument que les gens qui font ces études fassent une étude complexe des mix énergétiques. Parce que c'est pas vrai qu'on peut installer des choses n'importe comment. Donc, ça veut dire qu'en termes de production, on doit d'abord étudier le marché. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui peut être acheté de l'extérieur? Qu'est-ce qu'on doit installer? Quels sont les prix de revient par rapport aux productions? À la production, parce que la production, c'est l'élément, en principe, assez variable. Variable parce que plus on produit, plus on aura des dépenses. Alors que quand on installe les équipements de transport et les équipements de distribution, ce sont des équipements qu'on doit bien sûr installer pour répondre à une demande future, mais quand elles sont installées, il y a une stabilité au niveau du coût de transport et de distribution, alors que le coût de production est très variable. Donc, quand on veut vraiment intéresser les investisseurs ou les gens qui vont aider le pays, parce qu'il y a quand même des prêts concessionnels qui sont de la Banque mondiale, qui sont de d'autres bailleurs, qui sont là pas uniquement pour qu'on rentabilise les investissements, ils sont aussi là pour aider les pays à avoir une croissance économique et une qualité de vie qui permet effectivement à l'ensemble de la population d'obtenir des soins de santé, d'obtenir des soins éducatifs qui sont valables pour l'ensemble de la population. Donc, la clé, c'est toujours habituellement la confiance que les bailleurs auront dans les responsables gouvernementaux de chaque pays. Donc, ici, vous avez une chance inouïe au Bénin actuellement. La confiance, elle est là. Il y a des actions qui sont menées de tous bords, de tous côtés pour faire en sorte que les industries s'installent, qu'on puisse contrôler le prix de revient de l'électricité. Donc, c'est la seule chose qui permet vraiment d'attirer l'argent, c'est les éléments vraiment très sérieux des gouvernements qui sont en place dans chacun des pays. J'ai travaillé dans différents pays, je sais ce que je dis. Il y a des endroits où on voulait faire des investissements et les prêts n'arrivaient pas, même si on avait des projets qui étaient sérieux, alors qu'ici, il y a une facilité actuellement qui est intéressante et c'est basé sur la confiance qui est mise dans le gouvernement qui est en place. Merci. Donc on comprend qu'au-delà effectivement de la mécanique de montage de projet, l'élément aussi assez fondamental reste la confiance qu'on peut avoir dans les pouvoirs publics et le cadre réglementaire, effectivement. Si vous voulez bien aussi peut-être nous aider sur ce sujet en ayant une perspective un peu plus d'un cas, si vous voulez mettre en avant peut-être un exemple particulier sur ce qui a été évoqué pour le secteur rural, notamment avec les projets que vous avez évoqués en début d'introduction. Peut-être nous donner un éclairage sur la manière dont ce montage peut être beaucoup plus performant et mettre en avant une success story en fait. Merci. Je pense que tout à l'heure, M. Paradis a parlé de la confiance au gouvernement, aux États. C'est très fondamental dans le financement de projets dans les États. Parce que c'est d'abord, je ne suis pas financier, mais c'est sur cette base que les bailleurs se fondent pour revenir vers vous, pour accepter, vous accorder les financements. Vous devez donc le remarquer que depuis 2008, nous n'avons qu'un seul programme, avec un seul bailleur au niveau de l'électrification rurale, et notamment le bailleur, c'est la BIDC. Et depuis 2016, il y a eu des actions concrètes, des réformes. Et donc, la confiance est revenue. On a une nouvelle méthode de gestion au niveau de l'État, et ce qui a permis tout de suite, aujourd'hui, nous en sommes à 3 bailleurs qui sont venus et qui se sont installés avec de gros financements pour pouvoir relancer, donc mettre en œuvre des programmes d'électrification rurale. Donc avec des financements déjà obtenus. C'est dire en fait combien de fois la confiance en l'État peut apporter beaucoup dans le secteur. Deuxième chose, on ne peut pas financer au regard de la teneur, de la grandeur des besoins, on ne peut pas financer avec un seul projet l'électrification rurale dans un pays. On a besoin d'initier un programme.
basé sur un plan directeur clair, basé sur une stratégie également claire. Si nous n'avons pas ces éléments, on ne peut pas avancer. Merci. Alors, par rapport à ces éléments-là, peut-être ce qui a été évoqué rapidement en introduction, entre notamment la relation aussi qui a pu être tissée, notamment entre le MCA et NJ. Pourriez-vous revenir peut-être sur un élément que vous pourriez mettre en avant sur les activités, notamment au Bénin et dans le contexte que nous savons, qui nous permettrait justement d'avoir une meilleure visibilité sur la manière dont cela a été vraiment développé. Je vais commencer, puis peut-être monsieur complétera. Alors, je vais rebondir sur le sujet confiance. Et je me rappelle avoir évoqué ça avec Laurent Gambès, qui est dans la salle, au tout début, lorsque on s'est rencontrés il y a 2 ans, et bientôt 3 ans en fait, hein, puisqu'on a commencé nos activités ici au Bénin en novembre 2018, donc ça fera bientôt 3 ans. Et dès qu'on est arrivé, on s'est rencontrés, on a signé un protocole de coopération. Et Laurent m'avait demandé pourquoi NJ s'intéresse-t-il au Bénin. Et le mot confiance était venu. Parce qu'un investisseur privé, quel qu'il soit, pas seulement BNJ, mais toute entreprise qui veut investir dans un pays, il va d'abord regarder le pays. Et il y a 3 éléments qui nous ont fait investir dans le pays. Déjà, la solidité, la stabilité des institutions. Et c'est clair, au Bénin, nous avions confiance. Voilà, je ne développerai pas plus ce sujet-là, mais nous avions confiance de venir là. Et il est clair que nous sommes NJ Energy Access, je suis président dans 9 pays d'Afrique, et nous avons choisi ces pays-là parce que nous avions confiance dans l'institution publique, dans la puissance publique. Le deuxième facteur qui fait qu'on a investi au Bénin, c'est la demande. C'est qu'on a, notre raison d'être, c'est d'électrifier les zones rurales. Nous sommes plutôt en milieu rural. Et nous avons regardé est-ce qu'il y avait un marché potentiel pour des systèmes solaires domestiques, des mini-réseaux également, ici au Bénin. Et un certain nombre d'études de marché ont été réalisées, et là aussi il y a eu confiance dans le fait que la demande était au rendez-vous et que nos activités en tant qu'investisseurs privés pourraient gagner la profitabilité. Nous sommes un investisseur privé, même si nous faisons dans le cadre de l'électrification des zones rurales œuvre sociale, c'est une œuvre sociale certes, mais qui doit s'accompagner de rentabilité pour pérenniser le business. Nous ne nous sommes pas trompés, puisque il y a 3 ans, nous avions 0 client. Aujourd'hui, nous avons électrifié quelques 150 000 foyers, ce qui représente 750 000 béninois, à peu près nos scores, sur un rythme donc, qui est particulièrement important. Et puis, en travaillant donc, avec l'OCEF, avec la BERM et avec les institutions, eh bien, nous sommes prêts à inaugurer notre premier mini-réseau très bientôt à Doé, près de Zobodomé, et puis 22 autres sites suivront, puisque nous avons gagné donc un des lots de l'appel au projet organisé par le CEF dernièrement. Donc ça fait partie des 100 et quelques mini-réseaux qui vont voir le jour bientôt. Et le troisième sujet qui fait que nous avons eu confiance dans le Bénin, c'est le fait que les opérateurs de téléphonie avaient eu l'audace de développer fortement l'innovation digitale. Il est clair qu'en zone rurale, où l'économie bancaire structurée n'existe pas, il faut pouvoir payer le kit, il faut le kit solaire, la connexion au mini-réseau via des comptes mobiles sur votre téléphone portable. Voilà. Et c'est tout le pay-as-you-go qui nous a permis de développer fortement nos activités. S'il n'y avait pas eu les modèles pay-as-you-go et leur version Move et MTN, je suis désolé de les citer, mais je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle de Move et d'MTN, mais sans eux, pas grand-chose aurait pu se faire. S'il n'y avait pas eu ça, nous n'aurions pas pu accélérer l'électrification en zone rurale de populations qui sont éloignées de l'économie bancaire urbaine. Voilà. Et donc c'est ces 3 facteurs-là qui font qu'on a eu confiance dans le Bénin, parce qu'il y a des pays, sur le dernier chapitre notamment, l'innovation digitale, qui sont moins avancés que le Bénin, et au Bénin c'était très développé. Voilà, j'étais un petit peu long, je ne sais pas si monsieur veut compléter ma réponse.
Donc, je crois que ce que je remonterai un peu à l'essence. En 2015, quand l'idée de la formation du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge d'aujourd'hui était en cours, la question est de savoir, est-ce qu'on pourrait avoir des gens du secteur privé qui s'intéresseraient à ce type d'investissement, notamment dans le milieu rural. Donc, on a lancé cette enquête-là en demandant que les gens soumettent des idées de projet. Donc, des idées de projet à ce moment-là. Et les retours nous ont permis, de voir qu'il y a de l'intérêt. Deuxièmement, que les gens avanceraient s'ils voient clair dans l'environnement général qui gouverne un peu ce secteur. Au Bénin, en ce moment-là, il n'y avait pas de réglementation sur l'électrification. Et puis, troisièmement, on a vu que c'était un secteur qui se développerait s'il y a l'innovation, et notamment digitale aujourd'hui. Et donc, on a regardé l'environnement et nous avons évolué. C'est cette collecte de données qui a permis de structurer l'OCEF que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je me rends compte aujourd'hui, à travers ce que dit un représentant du secteur privé, qu'on avait eu les bonnes réponses, disons qu'on a vu juste là où les acteurs avaient leurs questionnements. Et donc, nous avons commencé, avant de lancer le volet de l'OCEF qui devrait couvrir les mini-réseaux, nous avons travaillé de 2018 jusqu'à 2017-2018 pour aboutir à la mise en place du cadre réglementaire qui a été couronné par la prise du décret 2018-415 du 12 septembre 2018 qui a clarifié l'horizon au niveau du Bénin en clarifiant l'environnement institutionnel, quels sont les acteurs. L'ABEM, justement, est le principal acteur du secteur de l'éducation rurale, et l'autorité de régulation de l'électricité qui sont les principaux acteurs. Et quels sont leurs rôles? On devrait le préciser clairement. Ça a été fait. Ensuite, quelles sont les garanties que l'État donne à l'investisseur? Ensuite, de quels moyens d'accompagnement il aurait besoin? Parce que l'étude qui avait permis d'élaborer le cadre réglementaire avait montré qu'il y aurait besoin de financement et comment on pourrait financer le secteur et a donné des pistes. Et finalement, nous avons identifié celui de l'apport de l'État à travers des subventions. Mais maintenant, pour que ça soit pérenne, parce que définitivement, il faut que ce soit un mécanisme pérenne. Si les gens investissent, il faut qu'ils investissent sur la durée. Parce que, en fait, le secteur privé n'est pas l'objectif final de l'État. Il est un moyen pour l'État pour satisfaire les besoins de la population. Donc, l'objectif de l'État, c'est la population. Mais le secteur privé est un partenaire important pour y arriver. Donc, on a articulé comme ça pour que quand l'investisseur s'installe et met le service à la disposition de la population, eh bien, il faut que ça soit continu. D'où un mécanisme de financement à frais partagés. Donc, nous lançons les deux caractéristiques principales de ce mécanisme de fonds à frais partagés. C'est la compétition entre les acteurs pour sélectionner celui qui est le plus en mesure de rentabiliser l'investissement public qui va être fait et s'inscrit dans la durée. Et deuxièmement, le partage de coûts pour que lui-même il soit amené à prendre un peu plus de risques qui l'amène à s'installer dans la durée. Donc voilà un peu comment nous avons structuré et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas si mal. Là, nous sommes en train de nous préparer pour aller vers les dernières étapes. Nous avons utilisé Engie à ce point-ci comme une expérience première. Elle avait au préalable bénéficié de l'expérience que nous avons fait préalablement à travers l'étude des dossiers. Donc, quand son dossier arrivait à cette étape, elle en a bénéficié pour arriver, elle a dévancé le processus et nous avons fait cette première étape de consultation publique parce qu'en ce moment-là, dans la réglementation, les promoteurs de mini-réseaux
ils doivent signer une convention avec l'État. Ça aussi, c'est un élément important, je pense, qui a stimulé les promoteurs, il nous dira. La durée de la concession, c'est des concessions qui s'installent sur la durée entre 15 et 25 ans. Aujourd'hui, c'est des concessions qui sont en vue autour de 23 ans, 23 à 25 ans. Donc, c'est assez intéressant pour les promoteurs. Et donc, dans cette perspective-là, les gens s'installent et donc nous allons pouvoir y arriver très bientôt avec la signature des conventions de concession à partir duquel les promoteurs vont commencer maintenant par déployer leur mini-réseau. On espère que d'ici la fin du, disons, mi-2022, nous allons commencer par voir des mini-réseaux opérer dans le pays avec des opérateurs tels que Engie et d'autres que nous avons dans le pipe. Voilà, merci beaucoup. Désolé d'avoir été un peu long. Non, absolument pas. C'était justement très édifiant et merci d'avoir précisé un certain nombre de choses, d'éléments sur cette question. Parce qu'effectivement, nous parlons d'opportunités et vous avez mis le doigt sur effectivement un volet assez nouveau, vu que le cadre réglementaire est assez récent au Bénin. Ça se fait dans d'autres pays, mais l'ouverture pour ce segment-là d'accès au niveau rural pour les mini-réseaux est assez innovant. Et donc cette approche a permis, d'une certaine manière, d'ouvrir peut-être d'autres opportunités à l'avenir dans ce secteur-là. Donc nous retenons effectivement la confiance placée dans les pouvoirs publics et surtout l'accompagnement initial des pouvoirs publics pour aider les premiers financements, aider aussi à mettre en place un certain nombre de mécanismes de garantie et de programmes qui sont très clairs et très structurés dans cet axe-là. On me signale tout doucement que nous arrivons à la période de questions, mais j'aimerais peut-être voilà, nous inviter à également toucher du doigt sur les éléments qui, selon vos appréciations, qui permettraient d'améliorer encore plus les aspects d'accélération du financement, parce que nous avons vu le contexte est d'autant plus pressant de par la situation mondiale, de par les besoins des populations, de par les objectifs des ODD, objectifs de développement durable. Nous avons énormément de pression et tout simplement d'ambition de croissance, ayant un pays qui a la volonté de passer un certain nombre d'étapes. Alors, comment continuer à améliorer peut-être l'accentuation de cette relation? On a touché du doigt rapidement la confiance bien sûr, mais peut-être les éléments sur le digital. Peut-être est-ce que le numérique peut aider l'amélioration de la collecte de données, l'amélioration sur les données initiales d'analyse pour aider les investisseurs à prendre des décisions, ou bien également peut-être le digital peut aider sur l'amélioration de la collecte d'un certain nombre de financements, donc rassurer un certain nombre de paiements dans les modèles d'affaires. Donc peut-être pour nous aider à clarifier ce sujet, si on peut avoir une perspective peut-être sur les éléments d'axe d'amélioration que vous aimeriez suggérer. Merci. Une question d'ordre très général. En fait, selon mon expérience, quand les investisseurs, quand les bailleurs de fonds voient une planification stratégique qui est bien montée, voient qu'on sait où on veut aller avec l'ensemble de tous les éléments, parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans une croissance d'un pays. Quand tous ces éléments-là sont mis ensemble, quand tous ces éléments-là s'entrecroisent et que les investisseurs ont une vision claire de ce qui va se produire dans le pays, comme c'est actuellement au Bénin, ça va venir. Les outils qui sont la digitalisation, qui sont, bien sûr, il faut avoir les communications qui sont performantes, ça va se mettre en place. Les investisseurs vont venir si vraiment le plan stratégique est clair, bien défini. C'est fondamental et s'ils ont confiance dans les institutions, ici au Bénin, on a fait énormément de pas pour mettre en place des conditions facilitantes, des conditions gagnantes. Donc, et c'est ça qui va donner le succès et c'est ça qui va amener les investisseurs. Il n'y a pas beaucoup d'autres choix que de savoir où on veut aller avec le pays. Peut-être une contribution de ma part. Je crois que... OK. L'une des clés, je vais dans le même sens que vous,
une stratégie claire, aussi bien pour, comme on a aujourd'hui, on a le code de l'électricité, une loi qui dit clairement où on va, avec une politique de l'électrification qui est cohérente, que ce soit sur le réseau ou le hors réseau, qu'on puisse voir très clair. Donc que le gouvernement donne un son clair. Deuxième chose que j'ajouterai, des informations synthétisées sur les différents secteurs et les acteurs qui sont là aujourd'hui, des informations synthétisées mises à disposition, et c'est là le digital a un grand rôle. Donc les infrastructures qui portent le digital aujourd'hui, si on les renforce comme cela se fait aujourd'hui, qu'on continue et qu'on améliore le service du digital, ça sera un très bon point. Donc la collecte et la centralisation, et au niveau des institutions, qu'on puisse voir que les institutions jouent harmonieusement leur rôle sans s'entrechoquer. Donc la bonne collaboration au niveau des institutions. Voilà les éléments sur lesquels je peux mettre l'action. Merci. Merci. Oui, je pense que la question de l'accélération de ces financements, le digital, c'est un point fondamental également dans ça, parce que une première chose est de mettre en place les infrastructures, mais une deuxième est également de pouvoir les gérer efficacement avec du résultat. Que vous soyez acteur public ou acteur privé, aujourd'hui, pour gérer ces infrastructures, vous avez besoin du numérique. Parce que pour ce qui est du monde rural, nous avons un grand écart qui sépare les utilisateurs de la solution des dirigeants, donc des gestionnaires. Alors, ce qui fait qu'avec aujourd'hui le numérique, on note un rapprochement en fait de ces deux, du bénéficiaire et donc de l'acteur qui offre le service en question. Je vais parler par exemple lorsque vous êtes en réseau, même si c'est le réseau connecté, vous avez besoin du compteur prépayé aujourd'hui. Les bailleurs de fonds ont besoin de savoir comment a été géré les infrastructures qui avaient été mises en place par les anciens financements pour vous accorder de nouveaux financements. Et ça se fait aujourd'hui, donc on obtient ces solutions à travers donc, le système de comptage après paiement qui ne permet pas à ce qu'il y ait des endettements de la part des clients. Ça, c'est le premier aspect. Lorsqu'on rentre dans l'électrification décentralisée hors réseau, on a besoin aussi, vous savez, en milieu rural, vous pouvez, si vous n'avez pas le digital, vous pouvez parcourir 70 km pour venir juste obtenir un crédit d'électricité de 5 000 francs. Finalement, vous mettez beaucoup plus de ressources dans le déplacement que dans l'électricité, l'achat d'énergie en question qui vous préoccupe en réalité. Ça aussi, à ce niveau, le digital résout le problème. Ça veut dire quoi? On n'a plus besoin de se déplacer du village pour tout de suite obtenir ce service auprès donc du prestataire qui est certainement installé en ville. Lorsque vous êtes en énergie distribuée, notamment les kits solaires dont on a parlé tout à l'heure, on a besoin non seulement de ce service d'acheter de l'électricité, mais on a besoin aussi d'un suivi, des installations, du fonctionnement sur le terrain. Et là, vous avez des installations qui se trouvent certainement à des centaines de kilomètres, sans vous déplacer, vous avez l'information en temps réel sur l'état de fonctionnement, sur toute l'installation, sans que vous ne vous déplaciez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer sans tourner un regard particulier et pointu sur le numérique pour pouvoir mieux gérer les installations et permettre de rassurer donc les investisseurs afin d'obtenir encore d'autres financements pour pouvoir avancer. Merci. Merci beaucoup. Et peut-être pour finir, une dernière perspective. Oui, en fait, très court, je vais dépasser le digital. Moi, je pense que il ne faut pas qu'on perde l'objectif final de ce pourquoi on parle là. On parle de changement en profondeur de la société, on parle de changement en profondeur des conditions de vie de milliers de foyers, de milliers de Béninois, particulièrement dans les zones rurales qui sont plus éloignées du progrès que les zones urbaines. Et c'est le fonctionnement en parfaite symbiose de tout cet écosystème représenté par les institutions publiques,
représentés par les institutions internationales, les bailleurs de fonds internationaux, représentés par les opérateurs énergétiques que je représente et les opérateurs de téléphonie. C'est le fonctionnement de tout cet écosystème en parfaite symbiose qui permet d'atteindre l'ultime but, qui est véritablement l'apport du confort, de la modernité du XXIe siècle à tout Béninois. Et je pense qu'on peut être tous très fiers de ce que l'on fait là, peu importe les intérêts des uns et des autres plus ou moins mercantilistes. La mission, elle est profondément sociale et quelque part profondément politique. Voilà, je voulais terminer par ça. Très bien, merci beaucoup. Je vois que, bon, on pourrait s'étendre largement sur le sujet, mais malheureusement, nous avons un temps limité et j'aimerais donc remercier très chaleureusement tous nos intervenants et donc je pense remettre la parole à notre communicatrice pour l'ouverture à une petite séance de questions, si c'est bien ça. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de recevoir des questions, le temps est passé. Je vous remercie tout de même pour vos interventions très pertinentes et pour votre modération également, Madame Olola Vieira. Merci à vous, chers messieurs, merci Madame. On les accompagne, mesdames et messieurs.